J'ai créé un mini-jeu Pokémon ultra addictif. De base, j'avais aucune expérience en développement de jeux vidéo, et pourtant, je me suis quand même lancé le défi de créer un jeu en 3D, avec la totale, l'interface, le son, les animations, et même un leaderboard. Le truc le plus cool, c'est que ce jeu peut être lancé depuis ton mobile, ton ordinateur, il te suffit d'avoir qu'un lien, pas besoin d'installer quoi que ce soit. Et je sais ce que tu te dis, créer un jeu tout seul, ça doit être une galère monstre, et surtout pour la première fois. Et honnêtement, t'as pas tort, mais c'est faisable, et je te montre exactement comment j'ai fait dans cette vidéo. Je ne suis pas game designer, j'avais encore jamais fait de jeu, donc tu vas pouvoir voir toutes les étapes par lesquelles je suis passé, les galères, et au final, comment j'ai réussi à finir ce jeu. On va parler de comment j'ai créé les personnages, l'interface, les animations, les sons, enfin tous ces petits trucs qui font que tu as entre les mains à la fin un petit jeu sympa et très addictif. Allez, je te montre comment on fait. Donc pour créer les modèles 3D, j'ai utilisé le logiciel 3D Blender. Donc pourquoi Blender? Alors c'est un logiciel qui est déjà gratuit, qui est open source, qui a une immense communauté, donc forcément des tonnes de tutos en ligne, ce qui m'a bien aidé pour l'apprentissage au final. Donc dans cette première étape, la modélisation, c'est assez simple. On part en fait de formes assez simples comme des cubes, des sphères, et on va au fur et à mesure les étirer, les sculpter, modifier un peu toutes les faces qui les constituent pour au final arriver à la forme que l'on veut. Donc c'est un peu comme de la pâte à modeler numérique au final. J'ai du coup commencé par créer le premier Pokémon, donc Topicker. Pourquoi Topicker? Parce qu'en fait ça va être le modèle principal de notre jeu. Le jeu ça va être comme le tap-top, mais au final on va taper sur des Topickers. Donc je l'ai créé en premier, je l'ai ensuite dupliqué pour en avoir plusieurs qui vont ensuite sortir du sol. Ensuite, je me suis donc attaqué à la map, donc à partir de toujours de formes simples. La map a été faite à partir de cubes. Donc ces cubes que j'ai dupliqués et que j'ai positionnés afin de créer la map que je voulais, je l'ai fait un truc assez sympa visuellement. Et j'ai ensuite fait tous les petits éléments de décor, donc les arbres, les champignons, les cailloux. Pareil, toujours à base de formes simples, que ce soit des sphères ou des cubes. Donc pourquoi j'ai fait ce choix de partir que de formes simples et de faire des modèles quand même assez simples? Eh bien je vous explique ça tout de suite. Je suis volontairement parti dans un style qu'on appelle low poly, c'est-à-dire avec peu de faces, peu de détails, et non, ce n'est pas de la flemme, c'est vraiment un choix stratégique. Déjà, regardez les jeux un peu comme Minecraft, même s'ils ne sont pas très détaillés, ça a quand même tout un charme, et c'est exactement ce que je voulais pour mon jeu Pokémon un peu style cartoon. Mais il n'y a pas que ça, il y a un deuxième avantage à cela. La deuxième raison, elle est assez simple, c'est que le navigateur va pouvoir faire ses calculs plus rapidement, charger le jeu plus rapidement, moins il y a de faces, moins il y a de polygones, et donc ça va pouvoir potentiellement tourner sur des smartphones par exemple assez vieux. Donc pendant toute la modélisation, j'ai voulu optimiser ma scène au maximum. J'ai supprimé tous les polygones inutiles, donc ceux qui étaient dans les objets, sous le sol, derrière les obstacles, en fait tout ce qui n'était pas visible, eh bien j'ai tout supprimé. Donc visuellement, il n'y a aucune différence, ça ne change rien, mais par contre les modèles vont être beaucoup plus légers et donc la scène va être beaucoup plus légère et beaucoup mieux tournée sur navigateur. On rentre du coup dans le texturing, c'est une de mes parties préférées, c'est un peu là où on va donner vie aux objets en fait, on passe d'objets gris et assez fades à des objets avec des couleurs, donc on va un peu les habiller tous ces objets. Pour mon jeu j'ai décidé de partir sur des couleurs unies, ce qui rappelle un peu le style cartoon, sans grand détail. Dans des jeux ultra réalistes, forcément on aura des surfaces beaucoup plus travaillées, on aura des reliefs, de la rugosité, etc. Et même le système de texturing est totalement différent, on va utiliser ce qu'on appelle des normal maps, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors nous dans notre jeu du coup elles vont rester très simple et franchement le rendu est sympa, ça donne quelque chose quand même d'assez propre, enfin en tout cas moi j'aime bien. Ensuite vient l'étape de la lumière. Bon, pour moi, c'est pas la partie la plus intéressante, mais c'est une étape très importante parce que c'est celle qui va en fait nous rapprocher vraiment là de notre rendu final. Donc pour faire ça, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai utilisé l'objet ciel de Blender qui permet en fait de simuler tout simplement un soleil. On peut y gérer la hauteur, l'heure de la journée, la luminosité, l'intensité, même la taille du soleil. Donc c'est assez pratique et on se rend vite compte de à quoi va ressembler notre rendu final au final. Et cette étape, elle est très importante parce que elle va énormément impacter l'étape suivante qui est le baking. Alors le baking, bon c'est un mot un peu barbare, mais au final derrière il y a une idée très simple. Normalement dans un jeu, eh bien toutes les ombres, les lumières, tout est calculé dynamiquement et en temps réel dans le navigateur. Donc c'est très gourmand en ressources et c'est absolument pas ce qu'on veut. C'est là qu'intervient du coup le baking. Le baking du coup c'est une technique qui va permettre de faire tous ces calculs là une seule fois en avance. Dans le logiciel 3D Blender, on va entre guillemets cuire le résultat et en fait l'appliquer sur une texture. Donc par exemple notre texture au lieu d'être verte unie tout simple, par exemple pour le sol, eh bien on aura du coup cette fois-ci un vert uni avec nos ombres déjà appliquées dessus. Évidemment cette technique elle va pas marcher si un objet est en mouvement dans une scène. Donc par exemple si un personnage se déplace avec une lampe torche, eh bien l'ombre elle va se déplacer, donc elle ne sera pas statique, donc là le baking sera inefficient. Mais pour notre jeu, ça va pas être un souci car tous les décors sont statiques, il n'y a rien qui bouge, donc ça ne posera aucun souci.
Donc là, c'est la dernière étape dans Blender. Donc ça va être l'export de notre scène, du coup, dans un format qui va pouvoir être lu dans notre code. Mais dès que j'ai commencé à importer, du coup, cette scène dans le code, je me suis rendu compte d'énormément de problèmes, ce qui m'a causé de faire pas mal d'allers-retours. Eh bien, déjà, il y avait des soucis d'origine sur les modèles 3D, ce qui fait que les top pickers ne se plaçaient absolument pas au bon endroit dans la scène. Donc avant de comprendre que c'était l'origine dans le logiciel 3D, j'ai dû chercher dans le code si j'avais mal importé ou si j'avais fait quelque chose de mal. Il y a eu du coup les textures qui étaient complètement déformées, qui étaient en fait dues à une erreur de ma part pendant le baking. J'avais mal découpé certaines textures, ce qui a fait qu'elles étaient totalement déformées et de mauvaise qualité du coup dans notre scène quand on la voyait depuis le navigateur. Enfin bon, j'ai réussi après plusieurs va-et-vient, et en fait, ce sont des choses inévitables et ça fait totalement partie de l'apprentissage. Donc du coup, j'ai fait pas mal d'allers-retours, retour dans Blender, re-export de la scène, après avoir changé les origines, avoir échangé les textures, regarder si ça fonctionnait dans le code, retourner encore dans Blender parce que ça venait au final de l'origine du code et pas de Blender, etc., etc. Donc pas mal d'allers-retours, mais ce sont des choses au final inévitables. Donc maintenant, on a fini toute la partie Blender et on attaque la partie code. Je précise que du coup, pour cette partie, j'ai utilisé un éditeur de code assisté par IA qui s'appelle Cursor. Ça m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est pas de la triche, je vous vois venir. C'est vraiment utiliser les bons outils. Ils existent, donc autant ne pas se priver. Avant d'attaquer le code, petit point rapide sur la techno utilisée. Three.js, c'est la librairie pour faire de la 3D sur navigateur. Si tu veux voir ce dont c'est capable, va faire un tour sur threejs.org, il y a des démos assez dingues et c'est donc ça qu'on va utiliser pour faire tourner notre jeu. Allez, on y retourne. Bon, du coup, comme énoncé précédemment, quand j'ai fait les allers-retours, donc là, la première étape côté code, ça va être d'importer la scène qu'on vient de créer et de lui appliquer du coup les textures. Donc pour cela, en fait, on va dire au navigateur où placer chaque objet, quelle texture lui appliquer, et là, bam, direct, on a le résultat dans le navigateur. Donc là, c'est vraiment très satisfaisant. C'est la première fois du coup qu'on va voir le rendu complet de notre scène, du coup, dans le navigateur, hors du logiciel 3D, donc c'est très satisfaisant. Ensuite, du coup, on attaque la logique du jeu, donc la boucle de gameplay. Donc le principe est assez simple, c'est un whack-a-mole. Des top pickers vont sortir de manière aléatoire et le but c'est d'en taper le plus vite possible pour avoir un maximum de points. En principe, ça paraît assez simple, mais il y avait quand même pas mal de choses à gérer comme la vitesse, le timing de respawn, l'aléatoire. Et c'est là que Cursor m'a quand même bien aidé et permet d'accélérer pas mal les choses, parce que c'est vraiment de la pure algorithmique et des pures mathématiques pour le coup. Là maintenant, notre jeu, on veut qu'il devienne un peu plus satisfaisant. On va donc lui ajouter des petites animations. Par exemple, quand on va taper sur le top picker, il va devenir rouge. On va également faire en sorte que quand on tape dessus, il se compresse légèrement avant de re-rentrer dans son trou. C'est des petites choses, mais en fait, qui vont donner cet aspect un peu addictif. On va également, par exemple, ajouter le score au-dessus du top picker à chaque fois qu'on tape dessus. Donc ça permet de se donner cette sensation de gagner des points, de gagner des coins. Ça prend une seconde, cette petite séquence, mais c'est quand même ce qui donne envie de pouvoir taper encore et encore sur les top pickers. Donc un jeu, comme vous savez, c'est pas qu'une scène 3D, il faut aussi un menu d'accueil. Donc j'ai ajouté le bouton play, le bouton pour régler le son, le bouton pour accéder au dashboard avec tous les scores de tous les joueurs, également un bouton pour revenir au menu principal une fois qu'une partie est finie, enfin tout ce qui fait que ça devient un vrai jeu au final. Et pour le logo, du coup, j'ai utilisé ChatGPT, donc je me suis pas privé des outils disponibles. Après quelques itérations, j'ai réussi à obtenir un petit logo sympa. Donc ce qui va transformer aussi ce mini-jeu en quelque chose d'addictif, ça va être la compétition. Donc dans mon jeu, j'ai voulu avoir un leaderboard avec le top 10 des meilleurs joueurs. Et tout simplement, dès qu'un joueur bat un des 10 records du jeu, il va pouvoir inscrire son pseudo et rentrer son score dans le leaderboard et sera du coup visible par tous. Pour cela, j'ai simplement créé une base de données dans laquelle le score est enregistré à chaque fois que quelqu'un bat un des records présents dans le leaderboard. C'est quelque chose de simple, mais soudainement, ça change un peu l'expérience. Tous les joueurs veulent être premiers du classement et vont se battre pour forcément faire mieux que les autres. Les sons, c'est sous-estimé, mais c'est quand même super bien pour l'immersion. J'ai donc ajouté un son rétro de coin quand on tape les top pickers, un peu comme dans Mario. J'ai ajouté une musique rétro de fond pendant qu'on joue, une musique d'ambiance un peu à la Minecraft quand on est dans le menu d'accueil, et également des petits sons quand on va taper dans les boutons du menu ou sur n'importe quel autre bouton. Franchement, essayez de jouer au jeu avec et sans son, coupez le son, et vous allez voir que le jeu va paraître quand même un peu moins fun.
Du coup là, c'est un peu la dernière ligne droite, la dernière étape. C'est très relatif au site web, mais c'est du coup l'ajout de l'icône, donc le favicon qui va permettre d'avoir un petit logo dans l'onglet du navigateur, l'ajout de métadonnées, les métadonnées qui vont permettre d'avoir un meilleur référencement et aussi d'avoir du texte affiché spécifique et une image affichée spécifique quand on va envoyer notre lien, que ce soit sur Twitter, WhatsApp ou même par message. Donc c'est tous ces petits trucs qui vont faire que ça fait un produit fini et qu'on est fier à la fin de pouvoir partager le lien avec les autres. Et voilà, de l'idée au jeu, c'est finalisé. On est passé par plein d'étapes, donc la modélisation 3D, la texture, la lumière, le code, l'animation, le son, l'interface. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce genre de projet, c'est accessible. T'as pas besoin d'être un expert, t'as pas besoin d'une équipe. Ce qu'il te faut, c'est une idée, de la curiosité et forcément accepter que tu vas sûrement galérer par moment. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi, ça m'aidera beaucoup. Et si tu as des questions sur des étapes en particulier, pose-les en commentaire et je serai ravi d'y répondre.